Bonjour à tous, je vous retrouve pour ouvrir un nouveau vlog en ce lundi 3 juin. Pour une fois, j'ai retenu la date, donc c'est pas mal. Alors, je vais ouvrir ce vlog tout simplement avec la lecture que je viens de commencer, puis avec mes dernières réceptions de chez Momox et la Bourse aux livres. Bon, d'ailleurs, j'ai eu une petite déconvenue avec la Bourse aux livres, mais bon. Sinon, j'ai reçu en service presse le célèbre illusionniste de Cécile Khalifa. Alors, je remercie Anthony des Chroniques du Polar qui, en fait, nous a mis en relation avec l'autrice, voilà, pour qu'on... Si on était assez intéressé pour qu'on propose de chroniquer son livre. Et voilà, le contact est bien passé. J'ai déjà reçu le livre. Il faut que j'envoie un petit message d'ailleurs à l'autrice. Et donc, je l'ai commencé hier soir. Bon, j'ai pas lu grand-chose. J'ai lu qu'une vingtaine de pages parce que il était déjà tard. Même si j'ai un peu de mal à m'endormir, j'ai des problèmes d'allergie en ce moment, comme beaucoup de monde. Hein, dès que... Alors, il fait pas beau, mais vous avez quand même les problèmes d'allergie qui reviennent. Et enfin, ça me prend d'un seul coup. Alors, quand c'est comme ça, vous avez le nez qui coule. Et j'arrive pas à dormir. Enfin, c'est super. Là, on va suivre un illusionniste à Saint-Pétersbourg en 1872. Alors, c'est Ralph Grayson. Alors, à la base, c'est un enfant né pauvre dans les quartiers, voilà, dans les quartiers pauvres de Londres qui avait même pas de parents, qui s'est inventé un nom et un prénom et qui a décidé qu'il ferait fortune. Là, voilà, il est reconnu comme un célèbre illusionniste. Il doit faire un spectacle à Saint-Pétersbourg, mais il y a un événement assez fâcheux qui se produit. En fait, il est terrible. Je pense qu'il est... C'est quelqu'un qui a dû souffrir beaucoup dans sa jeunesse, dans son enfance, puisqu'il n'a pas vraiment eu d'enfance, qui a dû énormément travailler. Et là, voilà, là, c'est censé être, je pense, le point d'orgue de sa carrière, même s'il n'est pas vieux, donc sa carrière est loin d'être finie. Mais il attend l'arrivée d'une princesse russe et qui ne vient pas, et ça va déclencher plusieurs événements. Alors, je trouve qu'il n'y a pas tout à fait entre ce qui est marqué, ouais, ou c'est moi qui ai mal lu le résumé. Ouais. En fait, comme la princesse refuse d'assister au spectacle, Ralph, l'illusionniste, prépare une terrible vengeance. Et ensuite, on va se retrouver à Paris en 1884, où on va suivre, parce que Ralph Grayson a deux fils aussi, qui sont Amias et Gareth, qui ont des caractères assez différents. Là, on les voit pré-ado, pré-ado, donc ils sont assez différents. Donc à voir, mais là c'est vraiment que le début, hein. J'ai lu le prologue en fait. Et puis là on va parler d'une jeune modiste. Hein. Une modiste, enfin, c'était une personne qui travaillait dans les magasins de mode, qui faisait de la couture, tout ça, qui va apparemment se retrouver mêlée à une enquête. Voilà. Mais on va se retrouver des années plus tard, même si là, à la présentation de la modiste, c'est pas marqué en quelle année on est. Donc pour l'instant, le livre est assez court, hein. Pour l'instant j'aime bien. Sur le coup, quand j'ai lu le résumé, ça m'a fait penser à l'illusionniste avec Edward Norton, où c'est pareil, c'est un célèbre illusionniste, mais il est amoureux d'une femme de la noblesse, donc hein, il ne peut pas l'épouser. Elle a épousé un homme qui est horrible avec elle. Il y a toute une enquête, un mystère, du suspense. Enfin, c'était pas mal fait et ça m'a fait penser aussi, et j'ai encore oublié le nom de ce livre qui a aussi été adapté en film, Le Prestige, voilà, où on suit deux illusionnistes aussi au 19e siècle, qui au cinéma ont été joués par Hugh Jackman et Christian Bale. J'avais beaucoup aimé le film, le livre aussi. Il y avait une partie, alors pas si un peu fantastique, mais presque scientifique en même temps, puisqu'il y a un moment dans le Prestige, voilà, on apprend à connaître le monde des magiciens, et c'était des illusionnistes de l'époque, c'était quand même des travailleurs acharnés, quoi. C'est très compliqué, et puis il fallait avoir du succès, voilà, pour pouvoir en vivre. Donc on suit un peu, en fait, il va se créer une rivalité entre ces deux magiciens, pour plusieurs raisons, parce qu'au début, ils démarrent ensemble. Alors dans le livre, c'est un petit peu différent, mais bon, la fin est un peu la même. Et on voit l'énorme travail que ça demande. Et il y a, oui, une petite partie fantastico-scientifique, puisque un des illusionnistes dans le livre et dans le film va rencontrer Nikola Tesla, hein, qui est connu maintenant, voilà, pour être peut-être le véritable inventeur de l'électricité, sauf qu'à l'époque, il a eu moins de succès que... Je ne vais pas retrouver celui qui a inventé l'électricité.
J'en ai marre. Je vais te voir une tête pleine de trous. Je ne sais plus. Bref, qui a été, voilà, qui maintenant est beaucoup plus. On commence à parler, enfin, on commence. Ça fait plusieurs années, voilà, qu'on remet un peu sur le devant de la scène. En fait, c'était aussi un précurseur dans le domaine de l'électricité, sauf qu'il n'a pas bénéficié de mécènes assez importants pour, voilà, pour faire connaître ses inventions. Il est un peu tombé dans l'oubli avant que voilà, on le remette un peu sur le devant de la scène. Ça donne lieu d'ailleurs à toute une littérature, à des séries ou à des films autour de ce personnage, comme là, comme Le Prestige. Voilà, on retrouve ça. Quelqu'un qui a vraiment existé, mais ils grossissent un peu le truc en faisant un génie en fait. Donc pour l'instant, du coup, j'aimais bien. Je me suis dit, j'ai peut-être retrouvé un peu cette atmosphère. Pour l'instant, ça me plaît. Je ne sais pas vers où ça va aller. Je ne sais pas s'il va y avoir du fantastique. Juste une enquête. À quel point on va aller dans le monde des magiciens, des illusionnistes. Je ne sais pas trop. En tout cas, en plus, j'aime bien l'atmosphère de voilà, fin 19e siècle. Donc, je pense que ça devrait me plaire. Sinon, j'ai reçu... Alors, j'avais fait sur Momox les commandes. J'avais commandé, parce que j'avais pas réussi à l'avoir, le tome 3 de Guillaume Coquery. Là, c'est les putains de Karma aux éditions M+. J'avais lu les 2 premiers que j'avais beaucoup aimés. Là, malheureusement, il était pas très cher, mais il était en grand format broché. Avec les autres, je les ai en poche. Mais c'est pas grave parce que voilà, on suit le même policier, Damien Sergent. Et voilà, le second tome se terminait un peu sur un cliffhanger. Donc, j'avais envie de connaître quand même la suite. Du coup, j'ai pris aussi la suite du Grand Maître de la cultivation démoniaque, puisque j'ai le 1 qui est arrivé dans ma palle le mois dernier. Donc, c'est de Mo Xiangtong-Xiu. Je suis désolée pour la prononciation. C'est chez MXM Bookmark. Je vais y arriver. On va suivre un mage qui est assassiné, tué, je ne sais plus trop, mais de façon très injuste. Donc voilà, on a un peu toujours ce trope, je crois qu'on appelle ça des isekai, si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire que le personnage va se retrouver soit dans un autre corps, dans un autre monde, voilà. Là, apparemment, il se retrouve dans un autre corps, encore d'un paysan, mais il va falloir qu'il redémarre tout depuis le début, parce qu'il a perdu son statut de grand mage. Voilà, et vous avez des images, je trouve. Ça a été adapté. Alors, je ne sais pas si c'est un roman à la base ou un manga. Et après, est-ce que ça a été mis en manga? Le manga, je ne suis pas sûre qu'il soit traduit en français, par contre. J'ai un doute. Mais voilà, vous avez des belles images comme ça. Je pense qu'ils sont extraits du manga. Je trouve ça magnifique. Le tome 3 vient de sortir. Donc, voilà, illustration bonus. Voilà, alors, il y a une très belle illustration brochée aussi, hein, mais bon, je me suis dit, allez, je trouvais que celle-là était déjà pas mal. Et vous avez des en-têtes de chapitres comme ça. Et puis, vous avez les illustrations bonus à la fin. Donc, je trouvais que c'était, voilà, que le travail était quand même déjà très très beau pour un simple brochet qui est à 21,99 €. Donc, par rapport au livre maintenant qui arrive facilement à 25 € même pour un simple brochet, je trouvais que c'était quand même assez intéressant. Vous voyez, vous avez des illustrations en noir et blanc, je trouvais que c'était pas mal. J'espère que l'histoire va me plaire. J'avais pris aussi pour L'amour des dieux de Sarah Underwood. Alors, c'est aux éditions Casterman. J'avoue que j'ai hésité avec celui-ci. Là, il était vraiment pas très cher parce que, voilà, l'histoire de départ, c'est que depuis des siècles, 12 jeunes filles d'Ithaque sont sacrifiées à Poséidon chaque printemps. Quand Leto est désignée, elle est obligée, voilà, elle est exécutée. Pourtant, la mort n'est pas sa destinée. Elle se réveille bien vivante dans une île oubliée de tous. Devant elle se tient Mélanto, la troublante immortelle aux yeux verts qui a le don de commander à la mer. Alors, j'avoue que j'aime bien la mythologie grecque. Ce qui me posait problème, c'est que je trouvais qu'on avait un mélange de plusieurs légendes grecques, ou de noms en tout cas qui font référence à des mythes grecs. Parce que Ithaque, c'est l'île d'Ulysse. Là, on ne va pas parler d'Ulysse. Des jeunes filles sacrifiées à Poséidon. J'ai pas souvenir que, si, de temps en temps, on devait bien lui sacrifier 1 ou 2 humains. Mais j'ai pas de souvenir, voilà, de 12 jeunes filles qui étaient sacrifiées tous les ans. Par contre, ça m'a fait penser à la Crète et c'est Athènes qui était obligée de sacrifier 12 filles et 12 garçons, je crois d'ailleurs, au Minotaure. Voilà, où là c'était la légende d'Ariane, de Thésée. Donc j'ai trouvé que ça faisait un petit peu mélange. Leto, l'héroïne, Leto, c'était le nom de la mortelle qui a donné, voilà, que Zeus a séduite et qui a donné naissance à Apollon et Artémis. Voilà, je trouvais qu'il y a un petit peu de mélange. Ça me gênait un petit peu qu'il y ait ce mélange. Alors je pense pas que voilà, l'autrice va reprendre toutes les légendes. Je pense qu'elle s'en est juste inspirée.
Mais voilà, j'espère que ça va pas, on va pas avoir des bouts de mélange de plein de mythes grecs qui vont être... j'aime bien la réécriture, mais il faut que ça reste respectueux, je trouve, du mythe de départ, même si j'aime beaucoup quand c'est un autre point de vue qui est adopté. Par exemple, on voit ça du point de vue de celui qui est censé être méchant, ou de ceux qui ont été laissés de côté, ou point de vue féminin notamment, qui, c'est vrai, était quand même assez oublié dans la mythologie grecque. Voilà, donc j'espère que je ne serai pas trop déçue à ce niveau-là, mais j'avoue qu'il me tentait quand même, le sujet me tentait. Donc j'y suis allée quand même. Et puis celui-ci, je l'avais mis dans ma wishlist depuis un moment. C'est Vendetta de Marie Corelli aux éditions Erol. Alors je crois que c'est un livre, il date du 19e siècle. Donc j'espère que ce sera pas trop empoulé, pas trop pesant comme lecture. Mais c'est tombé dans le domaine... oui, c'est ça. Elle est née en 1855 et décédée en 1925. 24, pardon. La présentation est très belle, je trouve, en plus. Voilà, donc j'espère que ça n'a pas trop mal vieilli. Je pense que c'est tombé dans le domaine public, donc c'est pour ça que Erol l'a réédité. Vous voyez, voilà, on voit un cimetière. Vous voyez, bon, quand on voit l'ambiance, la couverture, quand on lit le résumé, on est dans du gothique. Et je me suis dit, gothique 19e siècle, c'est quand même là qu'est né le gothique. Donc je me dis, je ne pouvais pas ne pas y aller. Bon, j'espère qu'effectivement l'écriture ne sera pas trop lourde. Là, en fait, on est en 1884 et le comte Fabio Romani meurt du choléra. Mais bon, apparemment, déjà, c'est assez gothique. Hein. Ça fait penser à ces femmes qui ressuscitaient dans les histoires de Edgar Allan Poe. En fait, il a survécu à la maladie. Il se réveille dans son cercueil. Et là, quand il veut rentrer chez lui, il se rend compte que sa femme le trompe avec son meilleur ami. D'où le titre Vendetta. Voilà, donc je ne sais pas... je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas s'il y a une part de fantastique. En tout cas, c'est sûr qu'il veut se venger. Alors ça fait plutôt Comte de Monte Cristo, même si ça fait pas des années qu'il a été enfermé. Mais voilà. Tout ce que j'espère, c'est effectivement que ce soit pas une écriture trop lourde ou trop empesée, qui soit un petit peu longue, un petit peu... voilà. Bon, après, j'ai lu les avis de voilà, certaines bookstagrammeuses qui l'avaient lu. Elles avaient l'air de dire que non, c'était pas le cas, donc que ça avait assez bien vieilli. Donc je me suis dit, allez. Et puis là, j'avais passé commande de deux livres pardon, chez la Bourse aux Livres. Le premier, c'est OK, puis le deuxième, ils m'ont envoyé un Frédéric Beigbeder. Alors, je ne suis pas très fan de Beigbeder, même si c'est vrai qu'il a de l'humour et tout, mais c'est pas quelqu'un dont je suis très fan, et c'est absolument pas le livre que j'ai demandé. Donc là, j'ai porté une réclamation, enfin j'avais deux réclamations à leur porter, mais vous pouvez en faire qu'une à la fois. Donc l'autre, elle a été, je m'en suis pas rendu compte, mais parce qu'il m'avait envoyé un bon cadeau, sauf qu'il était valable jusqu'au 24 mai 2024, il m'a envoyé le 27 mai. Alors évidemment, quand j'ai voulu m'en servir, ça n'a pas fonctionné et je me suis rendu compte que bon. Bon, bref, le pire c'est que j'ai effacé le mail, donc je ne l'ai plus. Et puis là, j'aurais renvoyé un mail depuis samedi, puis j'ai pas de nouvelles parce que vous tombez sur un robot. Je pense que ça va être pris en charge par quelqu'un, mais les délais sont super longs pour le service après-vente. Et puis le problème, c'est que moi, l'autre livre que j'avais demandé, c'était Mon nom dans le noir, qui était vraiment pas cher, qui est sorti chez Rivage il y a quelques mois, où, si je me souviens bien, on est... disons qu'on va tomber dans une époque post-apocalyptique, les prémices de la fin de la société américaine, et on va suivre plusieurs personnes qui vont fuir l'Est des États-Unis, ou je ne sais plus trop, qui fuient une partie des États-Unis pour se rendre ailleurs, et parmi eux, il y a un couple, alors je ne sais plus, il y en a un des deux qui est blanc et l'autre qui est afro-américain. Et on va avoir une montée du racisme en fait au long de ce voyage. Donc c'est plutôt le thème du livre plus que le côté post-apocalyptique. Il avait l'air très bien et tout. Et je me retrouve avec un livre de BD. Alors, puis l'autre livre, vous pouvez plus le commander. Il a été mis dans la commande de quelqu'un d'autre, quoi. Donc pour le récupérer, basta. Donc je suis contente. Sinon j'avais commandé Dans les bois. C'est une BD de Émilie Carole, toujours chez Casterman. Alors ça, je l'ai commandé par... Personnellement, j'y serais pas allée. Les dessins, c'est pas ce qui me plaît le plus. Je l'ai pris tout simplement parce que j'ai entendu Jody des livres de la crypte en parler. Et il me tentait depuis un moment. Et voilà, en plus, c'est bien, il y a un signé et tout. Donc, c'est sympa. Et je me suis dit, oui, je vais essayer. Voilà, en me trouvant d'occasion comme ça, c'était intéressant. Et voilà, c'est parce qu'elle l'a conseillé. Du coup, je me suis laissée tenter. Alors là, on est dans une cabane perdue dans la neige et des jeunes filles qui disparaissent tour à tour la nuit venue.
des monstres parasites cachés au fond des bois qui attendent la proie idéale pour faire leurs nids. Alors apparemment, c'est plusieurs contes horrifiques, il n'y en a pas qu'un seul. Voilà, si j'ai bien compris. Donc ça avait l'air pas mal, la quatrième de couverture, voilà. Alors déjà, le titre dans les bois, comme ça, avec du rouge, c'est un côté assez inquiétant. Alors là, là, on est carrément dans l'horrifique. Voilà, donc bah, c'est tout pour les... De toute façon, je pense pas que je vais recevoir beaucoup de livres, peut-être fin juin, mais pas là dans l'immédiat. Ou peut-être un par-ci par-là, je sais pas trop. Je vous reprendrai, je pense, quand j'aurai avancé un petit peu plus dans ma lecture du célèbre illusionniste. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Hello, nous sommes le vendredi 7 juin et je vous reprends après quelques jours. Bon, j'ai pas eu le temps de vous reprendre entre-temps, ça a été pas mal la course. Pour vous faire un petit point lecture et un petit point réception. Donc j'ai fini le célèbre illusionniste de Cécile Le Khalifa aux éditions Les Presses littéraires. Donc on suivait un illusionniste et ses fils au 19e siècle. J'ai beaucoup aimé ma lecture parce que c'est vrai que ça m'avait rappelé le film L'illusionniste avec Edward Norton et puis le film et le livre Le Prestige qui avait été adapté au cinéma avec Christian Bale et Hugh Jackman. On retrouve un petit peu ce côté-là, mais après c'est pas pareil, hein, faut pas vous attendre à lire la même chose. On va suivre un illusionniste qui est vraiment parti de rien, voilà, qui va avoir un geste assez, enfin un geste meurtrier parce qu'il quelque chose lui déplaît, alors qu'il est, sa carrière est vraiment, voilà, elle est de plus en plus montante. Il est à Saint-Pétersbourg et il va avoir un geste quand même, oui, il va tuer quelqu'un et parce que quelque chose lui a pas plu, par jalousie. Donc on voit un peu on voit un petit peu le personnage et il a 2 fils et on se retrouve des années plus tard et on va suivre un de ses fils qui est désormais adulte et qui lui-même a un comportement pas top. Voilà, et on va suivre aussi un policier qui est sur la trace de ce fils. Alors c'est Amias, si je dis pas de bêtises, le fils Amias, oui c'est bien ça. Donc le policier Jack Turner va, va être sur ses traces. On va suivre aussi une jeune modiste, une couturière, qui va se retrouver mêlée à tout ça, un peu la pauvre, sans le vouloir. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le caractère torturé des personnages, en fait. C'est vraiment des... tous, hein, même le père, hein, ça excuse pas tout ce qu'il a fait, mais on, on comprend un peu pourquoi il en est venu à ça, parce que quand on n'a pas eu d'enfance... ou une enfance complètement pourrie, effectivement, c'est compliqué de s'en défaire, même quand on connaît la gloire. Et ses fils sont un peu les héritiers aussi de tout ce qu'il a pu connaître d'horrible, même si ils n'ont pas vraiment connu la pauvreté. Donc, voilà, c'est un petit peu plus différent, mais psychologiquement, on sent qu'il y a ce poids quand même du père qui est très important. Du coup, ça donne lieu à une enquête en France, de Paris à Nice, qui est assez intéressante, d'autant qu'il y a d'autres personnages qui vont se rajouter au fur et à mesure. Et c'est vrai que ça se lit bien et c'est assez prenant. J'ai bien aimé retrouver l'atmosphère du 19e siècle. En plus, il y a un petit côté un peu aussi... scientifique, fantastique, qui est sympa comme tout. Donc, c'était vraiment une chouette lecture. Ensuite, j'ai attaqué, alors j'ai pas encore fini, De Lune et de Sang. Donc, c'est de Erin Beatty aux éditions Lumen, avec cette superbe couverture. J'adore, elle est belle. Le livre est pas à moi, malheureusement, il est à la médiathèque. Faut que je le rende. Mais voilà, j'en ai lu un peu moins de la moitié. Là, on va suivre Catherine. Alors, elle aide un archéologue, un architecte sur la construction d'un sanctum ou sanctum, une sorte de cathédrale. On est dans un monde de fantaisie, mais justement la construction de cette cathédrale, la façon dont ils sont, qui pour moi ressemble à une cathédrale, la façon de s'habiller, ça fait penser un peu Moyen-Âge, début Renaissance peut-être, je situerai l'époque à peu près là. Donc elle, à la base, c'est une orpheline, elle vit dans ce monde. Alors il règne aussi de la magie dans ce monde. Il y a notamment deux clans, en fait, ceux qui adorent le dieu soleil,
dont elle fait partie avec l'architecte qui en quelque sorte est devenu son père d'adoption. Et d'un autre côté, il y a les Sélénae qui, eux, adorent la Lune. Bon, après, il n'y a pas de... Bon, il y a quelques... Ceux qui aiment le soleil se méfient de ceux qui aiment la Lune, mais il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas trop d'antagonisme entre les deux. Ça va, la situation est assez saine. Et puis, le rôle de Catherine, c'est notamment d'aller vérifier les échafaudages, les poutres, voir si tout va bien, parce qu'elle est super agile. Et un soir, elle va visiter, elle va regarder, parce qu'elle a un doute sur une poutre du cathédrale, et elle entend une voix. Alors on se demande, est-ce qu'elle l'a vraiment entendue, ou est-ce que c'est quelque chose de magique, un appel au secours qui a été lancé. Déjà, il y a quelqu'un qui lui parle comme s'il était près d'elle alors qu'il n'est pas près d'elle. Et malheureusement, elle retrouve le corps. Alors là, pour le coup, ça m'a fait penser fortement à Jack l'Éventreur, parce qu'elle retrouve le corps d'une prostituée complètement mutilée. Voilà, alors dans cette époque qui fait penser un peu plus au Moyen-Âge, Renaissance, avec un tueur à la Jack l'Éventreur. Là-dessus va se rajouter un enquêteur qui est le neveu du prévôt et comte de la ville, qui est issu de la noblesse, et lui, il a carrément l'attitude d'un profiler de notre époque, en fait. Donc j'ai bien aimé ce mélange de genre, voilà, on a voilà, cette époque un peu moyenâgeuse, on a ces crimes font vraiment penser à Jack l'Éventreur, donc plutôt fin 19e siècle, et ce profiler qui ferait penser à notre époque. Et j'aime bien quand les auteurs mélangent un peu comme ça les genres, en le faisant bien, parce que des fois ça peut être vite casse-gueule aussi, hein, quand vous mélangez un peu les genres comme ça. Et là c'est le cas, il y a un très bon mélange, je trouve, des genres, encore une fois, d'autant qu'il y a aussi de la magie derrière. Donc, il y a aussi des pouvoirs magiques. On se demande d'ailleurs si l'enquêteur Simon, est-ce qu'il n'y a pas une part de magie dans cette capacité de dresser un portrait du tueur. Il est aidé aussi par sa cousine, qui elle a l'air d'avoir des problèmes, des problèmes psychologiques, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une part peut-être de magie dedans? Je sais pas trop, enfin en tout cas c'est très prenant, et j'aime bien quand il y a un mélange des genres comme ça, voilà, quand c'est bien fait bien sûr, parce que c'est vrai que ça peut vite être un peu casse-gueule, mais là franchement c'est bien fait, ça se lit bien. Alors j'aurais mis ça un peu dans de la fantasy young adulte, même s'il est quand même très gros, hein, il fait 580 pages passées, mais j'avoue que les crimes sont quand même assez hard, donc pas à mettre entre toutes les mains. Mais au niveau de l'écriture, c'est vraiment très abordable. Je vous en parlerai dès que je l'aurai fini. Au niveau réception, j'ai reçu un auto-édité de Kevin Cabona. Alors c'est Mystère autour de Néméphis, Lucia. Alors c'est le tome 1, c'est Lucia. Donc j'avais eu un contact avec l'auteur, il m'avait proposé de m'envoyer le livre, donc j'ai dit oui, puisque c'était de la fantaisie, ça m'intéressait. On est dans un monde qui est plutôt en paix, sauf que voilà, on va suivre un jeune homme, Lyode, qui a quelques doutes sur la façon dont les Raken, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est une organisation militaire qui s'occupe de gouverner les 6 pays de ce monde. Voilà, il a quelques doutes, et il se rend dans une forêt, c'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, il veut épier les soldats, les Raken, et il se rend dans une forêt. Il est accompagné de son meilleur ami, et là, il tombe sur une jeune fille qui est amnésique. Donc, il l'emmène avec eux, et quand ils retournent à leur village, le village a été complètement détruit, tous les habitants tués. Donc, il se demande si c'est parce qu'il a voulu suivre les soldats, est-ce que c'est parce que la jeune fille a quelque chose de particulier. Voilà, c'est tout ce que dit le résumé. J'en sais pas plus, donc En plus, c'est bien, il y a un petit marque-page. Le dos est très beau, je trouve. Très beau. Et voilà, du coup, ça me tentait bien, moi, de l'héroïque fantasy comme ça. Je pense qu'on va être aussi un petit peu dans du young adulte, vu que le héros a 18 ans, mais voilà. Ça m'intéressait. La couverture est très belle aussi, je trouve. Et puis, dans un autre genre, j'ai reçu des éditions Mera. Je remercie encore une fois Zvlaka qui s'occupe des envois de service presse, qui m'a envoyé Délivrez-nous du mal de Johannes Selaker. Alors, c'est un auteur suédois, donc je dois certainement très mal prononcer son nom de famille. Mais voilà, je l'avais repéré, et je suis très contente de l'avoir reçu. Il sort, je pense, fin juin, si je me souviens bien. Enfin, je regarde, j'ai un service presse, mais je l'ai pas pris avec moi.
En fait, on assiste à une adolescente qui se suicide en direct et qui diffuse ça sur Instagram. Voilà. Et puis, ça commence à prendre une tournure assez horrible puisque la vidéo devient virale. La région d'Uméa est secouée par une série d'actes de vandalisme. Ça commence par des canulars que beaucoup trouvent amusants, mais lorsque le phénomène prend de l'ampleur, l'humour tourne à l'horreur et les canulars prennent une tournure mortelle. Alors, je ne sais pas laquelle. Et on va retrouver une journaliste, Selma Halilovic, qui va couvrir ce suicide. Mais apparemment, elle est aussi poursuivie par les démons de son passé. Alors, je ne sais pas pourquoi. Elle va enquêter plutôt sur les actes de vandalisme qui ont lieu. Alors, je ne sais pas quels actes de vandalisme exactement. J'avoue que je suis très hypée. En plus, c'est marqué, elle échappe à une secte. Sa fuite la ramène au mal incarné. Bon, bah, on sait quels sont les démons du passé de la journaliste. Je pense qu'elle a dû se retrouver embringuée dans une secte. Et voilà, bah, ça va la ramener dans son passé. La couverture est là aussi très belle. Alors, voilà, cette forêt mystérieuse avec la corde, voilà, ça donne un peu le ton du livre. Il y a toujours chez Mera, voilà, vous avez toujours voilà, la petite bio de l'auteur avec l'endroit où se passe l'action. Et il y avait un petit mot de Camilla Lackberg sur le service presse qui apparemment a beaucoup aimé sa lecture. J'aime beaucoup Camilla Lackberg, donc bon, ça devrait le faire normalement. D'ailleurs, Camilla Lackberg, si vous suivez sa série avec Patrick et Erika, c'est numéro combien? Le 7, 8, je sais plus. Enfin, le dernier va sortir là bientôt. Donc, je vais me précipiter dessus, ça c'est sûr, parce que j'adore. J'ai pas lu ces deux autres séries, mais je crois qu'il y en avait que 2 ou 3 à chaque fois. Ça me manquait trop les aventures. Je vous ai dit Erika, et je sais plus le nom du mari. En tout cas, c'est Erika Falk. Et voilà, j'ai vraiment hâte d'y retourner. Et bon, j'espère que j'arriverai à le caser parce que ouais, je pense que je vais me le prendre parce que ça me... Ou essayer de l'emprunter, si je peux pas l'emprunter en médiathèque. Et il me tente vraiment beaucoup. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous reprendrai, je pense, pour peut-être clore le vlog sur ma dernière lecture. Là, il faut pas que je traîne parce que je dois aller au boulot. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Hello, je vous retrouve. Nous sommes le lundi 10 juin pour voilà, vous faire mes derniers points lecture et vous montrer mes dernières réceptions. Puis je pense que je vais clore ce vlog pour qu'il ne soit pas trop long. Donc j'ai fini De Lune et de Sang de Erin Beatty, qui est le tome 1, donc le tome 2 vient de sortir. C'est De Silence et d'Ombre, je pense, le tome 2. Alors celui-ci, on a quand même une fin. C'est pour ça que j'étais étonnée, je suis allée vérifier, mais il y a bien un tome 2. Mais on a une fin. J'ai beaucoup aimé ma lecture, même si par moments, il y a peut-être quelques petites longueurs, parce que bon, c'est vrai que le livre fait quand même 620 pages. Mais voilà. Par contre, j'aurais du mal vraiment à le classifier parce qu'on est clairement dans un monde de fantaisie. On a une héroïne, une jeune orpheline autour de laquelle plein de mystères, des choses voilà, sur sa naissance, sur ce qu'elle est. On se doute qu'il y a des trucs voilà, un peu étranges qu'elle va découvrir au fur et à mesure. Je vous avais dit qu'on avait un premier meurtre qui m'avait fait penser au meurtre de Jack l'Éventreur. Et on avait ce personnage de policier, enfin ils appellent pas ça un policier, mais qui ressemble à un profiler contemporain. Et voilà. Et du coup, j'ai envie de qualifier ce roman de fantasy thriller ou thriller fantasy, je sais pas trop. Je pense pas qu'il y ait de terme vraiment qui a été inventé pour ce genre parce qu'on est vraiment dans de la fantasy limite young adulte, mais young adulte plus. Mais il y a clairement, voilà, l'enquête tient une place très importante quand même. Autant les mystères qui entourent l'héroïne, mais vraiment autour de l'enquête aussi. On a envie de savoir voilà, qui commet ces meurtres et pourquoi. Même si j'ai eu quelques soupçons, mais bon, on est un peu noyé par moments, on se dit, ah, on soupçonne un tel ou un tel, et puis après on n'est plus sûr, enfin, voilà. Mais c'était vraiment très bien, et ouais, ça me fait penser à du thriller fantasy, quoi. En fait, je trouve pas, c'est pas un thriller fantastique, puisqu'on n'est pas dans un monde contemporain, on n'est pas dans notre monde, c'est vraiment un monde de fantasy, comme on peut lire n'importe quel livre de fantasy, donc c'est vraiment un genre, je dirais, encore à part, et... J'ai bien aimé. Il y avait un peu ça aussi dans A Forgery of Roses, où effectivement, il y avait aussi une partie enquête qui était assez importante. Et là, c'est encore plus important. Et c'est marrant, je me dis, tiens, c'est peut-être un nouveau genre qui est en train d'émerger, enfin, en France du moins, parce que
Je pense qu'aux États-Unis et en Angleterre, ils l'ont déjà depuis un moment. Mais très bonne lecture. Du coup, j'ai enchaîné aussi avec... alors par contre, je les ai pas dans l'ordre, je les ai empruntés à la médiathèque, mais ils n'avaient pas les... J'ai pas pu avoir les 3 premiers tomes avant, mais ça n'a pas gêné ma lecture. C'est Sherlock Lupin et moi, de Irène Adler. Donc ça, c'est le tome 4, La cathédrale de la peur. Je crois qu'ils sont déjà au tome 12. Tome 12 traduit, parce qu'il faut savoir que Irène Adler, c'est un personnage de Sherlock Holmes, donc elle n'existe pas. Et en fait, c'est écrit... Alors j'étais étonnée parce que ça fait des auteurs italiens. C'est italien, je pensais pas du tout qu'on aurait retrouvé, parce que c'est quand même des... Voilà, vous avez quand même un héros anglais très connu, Lupin, bon c'est, voilà, on ne peut plus français, donc j'étais vraiment très étonnée. La présentation est super, je ne vous ai pas dit, c'est aux éditions Albin Michel Imaginaire. C'est noté à partir de 10 ans, donc c'est vrai que c'est une lecture jeunesse parce que, bon, cela se lit bien, et la fin est un peu rapide à mon goût, mais on est dans de la jeunesse. Et voilà, c'est la 4e aventure de ces 3 personnages. On les retrouve ados et ils vont devoir mener des enquêtes. Donc c'est assez sympa de retrouver le côté un peu flegmatique de Sherlock Holmes et le côté plutôt bout en train et un peu chapardeur déjà d'Arsène Lupin. Alors moi j'avoue que les Sherlock Holmes, j'en ai lu quelques-uns, mais je suis pas très fan des livres. J'aime bien les adaptations, j'ai adoré la dernière avec Benedict Cumberbatch, hein, évidemment. Mais du coup, j'ai l'impression de voir que Benedict Cumberbatch dans le livre, mais je dis non, là c'est un adulte, là on est avec des ados, ça n'a rien à voir. Et puis, j'étais une grande fan d'Arsène Lupin, je regardais les vieux feuilletons avec Georges Descrières, hein. C'était des rediffs, hein. Je ne les ai pas vus quand j'étais jeune ou petite, mais j'aimais beaucoup, je trouvais qu'il interprétait vraiment très bien ce personnage, assez mystérieux quand même de par ses origines. Et du coup, j'avais commencé toute la collection d'Arsène Lupin en livre. J'ai trouvé, mais vraiment les vieilles éditions, hein. Je les trouvais souvent sur des brocantes, tout ça. J'ai quasiment tout lu. J'ai une grosse folie Arsène Lupin. Mais bah, du coup, les derniers, il y en a quelques-uns que j'ai pas lus. Et bon, j'avais plus trop envie d'y revenir parce que j'en avais lu beaucoup. Mais je suis vraiment très contente de redécouvrir ces personnages dans un autre roman, dans une autre série de romans. Et puis là, c'est bien, c'est que c'est pour la jeunesse. Donc c'est assez sympa, c'est pareil, il y a du mystère, tout ça. C'est bon, je vous dis, la fin est un peu rapide, mais on est dans de la lecture jeunesse. En tout cas, franchement, je suis très contente de cette découverte. Alors j'ai demandé les... Je crois que je suis même pas sûre qu'à la médiathèque, ils aient les 3 premiers, donc à voir. Mais en tout cas, très sympa. En réception, j'étais très contente de déjà recevoir mes nouveaux livres dans le cadre de mon partenariat avec les éditions du Chat Noir. Alors, il y a Sous un carré d'immortel, qui est une novella de Nina Gorlier. Nina Gorlier, dont j'avais adoré Le reflet brisé. Je le dis à chaque fois, mais c'est pas grave. Et Nora Lake, Ce que font les filles à la nuit tombée. Nora Lake, je ne l'ai pas encore lu, donc ça va être l'occasion. Alors maintenant, je vous l'avais déjà dit, hein, mais sur les livres du Chat Noir, ils mettent derrière les mots-clés pour donner le genre du livre. Donc là, pour Sous un carré d'immortel, on a gothique, romance MM et body horror. Ça promet. Déjà, il y a du gothique, vous savez que j'adore le gothique. Donc on va suivre Bénédicte, qui est médecin de campagne, qui reçoit une lettre d'Ophélia Gray, une jeune femme gravement malade. Elle l'invite au sanatorium du Val d'Argent, souhaitant faire sa rencontre avant que la mort ne l'emporte. Intrigué, le jeune homme accepte de la rejoindre dans ce refuge perdu au cœur de la forêt, loin de ce monde dévasté par la guerre. Il souhaite en apprendre davantage sur la mourante qui prétend connaître Arthur, son amant parti au combat dont il attend toujours le retour. Bon, évidemment, elle va se rendre compte que les choses sont un peu étranges dans ce sanatorium. Voilà, ça me tente beaucoup. J'avais beaucoup aimé la plume de Nina Gorlier. J'aime beaucoup la couverture. Et en plus, Nina Gorlier expliquait sur son Instagram, Sous un carré d'immortel, en fait, c'est une citation qu'elle a reprise d'un roman de Marcel Pagnol. Alors, je ne sais plus si c'est La gloire de mon père ou Le château de ma mère. Et c'est vrai que je me souviens de ce passage. Alors, je me souvenais plus de Sous un carré d'immortel. On voit toute la jeunesse de Marcel Pagnol, on voit son ami d'enfance. Donc, c'est des gamins qui vivent dans le sud, donc au soleil, qui sont toujours dehors. C'est des personnages très solaires. Et c'est vrai que son meilleur ami, il meurt pendant la Première Guerre mondiale. C'est ce qu'il dit, dans le froid, dans la grisaille, dans la boue. C'est horrible, on voit toute l'horreur de la guerre, d'un gamin comme ça, très solaire, qui avait l'habitude des grands espaces, qui se retrouve à mourir voilà, dans un lieu qu'il ne connaît pas, dans une guerre pour laquelle il ne sait pas trop pourquoi il se bat non plus. Et j'ai beaucoup aimé ce passage chez Marcel Pagnol. Et c'est vrai que du coup, je trouvais ça très beau que l'autrice reprenne cette phrase tirée du roman de Marcel Pagnol.
Le Noralec, alors là, on est dans du thriller, body horror encore une fois, et romance saphique. Et là, on est à Beaufort, Mississippi. La récente disparition de Mae Miller, reine du lycée, fragilise l'équilibre déjà précaire entre les habitants de la ville. Parmi les élèves, la solitaire Thelma et la douce Ava ne semblent rien avoir en commun. Pourtant, elles se retrouvent liées l'une à l'autre lorsqu'un nouvel événement tragique déchire la communauté. Chacune porteuse de son propre drame, elle se lance à la poursuite de la vérité, une vérité au-delà de toute imagination. Entre mysticisme et réalité, des fleurs éclosent, des fissures se creusent, et l'étrange et dangereuse forêt de Creekside attend de révéler tous ses secrets. Voilà. C'est très, 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 je trouve, intriguant. Et je sais pas, vous voyez, cette couverture et ces fleurs qui sont collées sur le dos de cette jeune fille, c'est... les couvertures sont vraiment superbes. J'ai hâte de me plonger dedans. Et puis j'ai reçu, alors celui-ci, je me demandais si j'allais le recevoir. C'était dans le cadre de la masse critique Babelio du mois dernier, hein, du mois de mai. J'y avais repensé, je m'étais dit, bon, j'attends encore une... C'était marqué envoi le 30 mai. Bon, je dis, je vais attendre peut-être encore une semaine. Et puis samedi, j'ai un coup de fil du livreur qui ne trouvait pas mon adresse. Puis il sort avec un truc pas très grand. Il a un gros camion. Qu'est-ce que c'est que ce... Puis je dis, bah, c'est un livre. Et en fait, j'y pensais plus. Et bah, en fait, c'est voilà, c'est Spidey. Le débutant. Alors, c'est toujours aux éditions Marvel Next Gen, pour Next Generation, je suppose. Enfin, c'est de Robbie Thompson, Nick Bradshaw, André Nima Araujo, ou espagnol, je dois très mal le prononcer, et Nathan Stockman. Donc on va resuivre en fait les aventures de Spider-Man, je pense, mais du début. La vie tumultueuse de Peter Parker, comme si l'adolescence n'était pas une période suffisamment compliquée. Peter est pris dans un tourbillon d'aventures toutes plus folles les unes que les autres. Sous le costume de Spider-Man, il affronte en effet de redoutables ennemis tels que le Docteur Octopus, l'Homme Sable, le Vautour, Electro, Kraven, le Scorpion et même le Docteur Fatalis. Fatalis, je crois que c'est un personnage, c'est un méchant dans les 4 Fantastiques, il me semble. Mais le jeune héros est-il prêt à faire face au bouffon vert? Bien que la Panthère Noire, Captain America vienne lui prêter main forte, tout se complique quand les Sinister Six passent à l'action. Voilà, donc c'est les épisodes 1 à 12 de Spider-Man, qui datent de 2016. Alors, quand j'ai fait la masse critique, apparemment, il y avait plusieurs livres comme ça, où ils reprennent, je pense, les débuts des héros. Alors, c'est vrai que vous allez être étonnés, mais j'aime bien lire des comics, c'est parce que j'ai plus trop le temps. Mais sinon, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'adore l'univers Marvel, le MCU, en anglais, le Marvel Universe... Non, MCU, Marvel Cinematic Universe, l'univers cinématique de Marvel. J'aime beaucoup les films Marvel, donc du coup je me suis mise à lire quand même quelques comics, mais bon là faute de temps j'ai un peu arrêté. Ça me rappelle quand même les débuts, les films avec Tobey Maguire quand la façon dont ils en parlent. On va retrouver le personnage. J'ai vu qu'il y avait Captain America, j'ai vu qu'il y avait Iron Man aussi dedans. Donc voilà, oui, c'est un petit peu les débuts de Spider-Man, je pense, du coup. Ce serait à voir. Donc voilà, c'était mes dernières réceptions. Je pense que je vais clore ici le reading vlog pour pas qu'il soit trop long. Et puis je vous reprendrai un peu plus tard pour un autre reading vlog et puis pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez lus, donc ceux que je vous ai présentés. Il n'y en a pas énormément. C'est vrai que c'est un reading vlog un peu rapide. Mais n'hésitez pas à me dire voilà, ce que vous avez lu parmi... ou quelles sont vos dernières lectures. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort et à plus tard pour une nouvelle vidéo.